muy pobre. Alors, la fabrication d'un programme comme celui d'histoire qui a créé tant de problèmes, en général, la fabrication d'un programme prend au moins 2 ans. La concepción de un programa como el del que ha nacido tanta polémica, en general tarda 2 años. Le premier point, c'est la question de la chronologie historique qui avait disparu des programmes. Primero fue la cuestión de la cronología histórica que había desaparecido de los programas. C'est une question sur laquelle je reviendrai plus tard. Es una cuestión en la que regresaremos más tarde. Et le second point, c'est une question qui a touché dans le débat ce qu'on pourrait appeler la question de l'identité nationale. La segunda cuestión es la que tuvo que ver con el tema delicado que es la cuestión de la identidad nacional. Et par exemple, un des points les plus forts du débat a été le fait que dans les matières obligatoires, il y avait le rôle de l'esclavage pendant l'histoire française. Por ejemplo, uno de los temas controversiales fue el tema de la esclavitud dentro de la historia francesa. Mais que la question de la Révolution en France, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, est une question extrêmement importante qui comporte des débats historiques très, comment dirais-je, très aigus, où les oppositions sont très violentes et où les points de vue qui s'affrontent sont très divergents. El tema de la revolución en Francia es un tema muy delicado porque tiene en cuenta puntos de vista muy agudos y que se pueden oponer unos a otros. En fait, ce que l'on a vu tout de suite dans ce débat et ce qui apparaît immédiatement, c'est que la question de l'enseignement de l'histoire est immédiatement liée à des questions politiques, sociales et à des questions liées à l'unité nationale et à la notion de citoyenneté. Lo que vemos en ese debate, y por eso es tan fuerte, es que la enseñanza de la historia tiene que ver directamente con cuestiones de identidad, de política y cuestiones sociales de unidad. Vous voyez ceci? Eso que ven en la pantalla c'est un bonnet phrygien. Es un gorro frigio. Parfait. Deuxième image. Ce bonnet phrygien, vous voyez en haut un emblème de la Révolution française. Ese gorro tiene arriba una imagen que representa la Revolución Francesa. Et vous voyez dessous un timbre français d'aujourd'hui. Y abajo pueden ver un sello postal de hoy en día en Francia. Qui porte la République, le portrait de la République porte le bonnet phrygien. Donde el retrato de la República también lleva el gorro. Voici une manifestation qui s'est passée en 2005 à Paris, une manifestation de gauche. Et vous voyez ces femmes. Una manifestación de izquierda que se hizo en el 2005 y estas mujeres. Ces femmes portent le bonnet phrygien en référence à la Révolution française. Esas mujeres llevan el gorro en referencia a la Revolución Francesa. Mais une recherche historique devrait encore aller plus loin et se demander quel est le rapport entre la France et la Phrygie. Pero la investigación histórica debería de ir más allá y preguntarse cuál es la relación entre Francia y Frigia. La Phrygie, c'est une région de la Turquie actuelle. La Frigia es una región de Turquía actualmente. Voilà un mystère, une énigme. Eso es un misterio. Une énigme historique. Qu'est-ce que les Français sont allés chercher en Turquie? ¿Qué es lo que los franceses fueron a buscar en Turquía? Et une véritable investigation historique nous ramènerait bien avant la Révolution française. Una verdadera investigación histórica nos llevaría mucho antes de esa Revolución Francesa. Au XVIe siècle. En el siglo XVI. À l'époque où se constitue l'empire de Charles Quint. En la época en la que se constituye el imperio de Carlos V.
Vous savez que l'empire de Charles Quint, c'est, comme on disait, l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Hein? Tout le monde a appris ça. Mais l'empire de Charles Quint menaçait la France au sud par l'Espagne et par l'Italie. Pero el imperio de Carlos V amenazaba a Francia en el sur por Italia y por España. Voilà un premier exemple de roman national, n'est-ce pas? Et vous voyez à quel point les choses se transmettent, même de façon inconsciente. Y ven hasta qué punto las cosas se pueden transmitir hasta de manera inconsciente. Officielle, construite, mais aussi enseignée. Y la historia nacional oficializada, que es la que se enseña, il y a souvent une très grande différence et évidemment beaucoup de contradictions. Ce qui complexifie le métier d'enseignant, qui rend le métier d'enseignant très compliqué. Ces histoires nationales, par exemple, peuvent devenir des histoires, entre guillemets, enfin, elles sont nationalistes, mais il y a des formes de nationalisme qui sont plus évidentes que l'autre. Esta historia, que es la nacional, se vuelve un discurso y se vuelve unos rasgos evidentes. Par exemple, toujours sur des affrontements entre pays, en France, nous avons eu ce qu'on appelle, avec l'Angleterre, la guerre de 100 ans. Por ejemplo, siguiendo hablando de los conflictos, tuvimos en Francia con Inglaterra la guerra de los 100 años. Entre le XIVe siècle et le XVe siècle. Entre el siglo XIV y el XV. C'est une guerre entre cousins. Es una guerra de primos. Hein? Parce que c'est une question de succession pour le trône, etc. etc. Bon. Era un asunto de sucesión para el trono. Pendant cette guerre, en France, nous avons eu une héroïne. Durante esa guerra, en Francia, tuvimos nuestra heroína. Une vierge guerrière. Una virgen guerrera. Qui s'appelle Jeanne d'Arc. Que se llama Juana de Arco. Alors, voyez, sa statue au centre de Paris, rue de Rivoli. Aquí ven su estatua en el centro de París, en la calle Rivoli. Voilà des images qu'on trouvait dans les livres d'histoire. Aquí tienen imágenes que se podían ver en los libros de historia. Jeanne d'Arc qui entend des voix. Juana de Arco escuchando voces. Des voix de Dieu, bien sûr. Voces divinas, claro. Qui lui disent « Va libérer la France ». Que le decían « Ve a liberar a Francia ». Et là, vous la voyez en train de reconnaître, au milieu de tout le monde, elle reconnaît le dauphin de France qui va devenir le roi, etc. Y ahí la pueden ver que está reconociendo al heredero del trono de Francia y que se va a volver rey. Là, c'est l'horreur absolue, c'est quand Jeanne d'Arc est brûlée par les Anglais. Aquí es un horror total cuando queman a Juana de Arco. Tout ça était dans les livres d'histoire, hein. C'est comme ça qu'on nous apprenait la guerre de 100 ans. Todo eso estaba en los libros de historia y así es como nos enseñaban la historia de la guerra de los 100 años. Voilà, au cinéma, Ingrid Bergman dans le rôle de Jeanne d'Arc. Aquí tienen en el cine a Ingrid Bergman interpretando a Juana de Arco. Un peu plus tard, Lumia, dans le film de Besson, Lumia Janovic qui joue Jeanne d'Arc, etc. Donc, un poquito más tarde en la película de Besson. Vous voyez comment l'histoire nationale, construite à un moment donné, se transmet par la peinture, par la photographie, par les statues, par le cinéma, etc. etc. Ven como la historia nacional se fabrica y se transmite por el cine, la pintura, etc. Donc, ça montre quelque chose. Ça montre que il n'y a pas dans l'investigation historique et dans l'enseignement de l'histoire Eso nos enseña una cosa, que es que dentro del marco de la enseñanza de la historia il n'y a pas des objets nobles et des objets non nobles. No hay objetos o temas nobles y unos que no lo sean. Quand on veut faire un enseignement dynamique, on peut tout utiliser. Cuando uno quiere crear una enseñanza dinámica, lo puede usar todo. On peut, à condition d'avoir un cadre d'analyse pédagogique, bien sûr, clair et ferme, et des connaissances. De tener un marco didáctico claro y sólido.
et des connaissances bien établies, y on peut, conocimientos firmes, pour les élèves, faire référence à des films, faire référence à des bandes dessinées, faire référence à des styles de statues, etc. On peut tout utiliser. L'enseignement de l'histoire et la recherche historique ont le pouvoir de mobiliser à tout ce qui nous entoure pour faire des démarches intelligentes. La enseñanza de la historia y la investigación histórica tiene ese poder de usar todo para poder enseñar de manera dinámica. Alors par exemple des mythes historiques, des légendes historiques, vous en connaissez d'autres, n'est-ce pas? Par exemple... En cuanto a mitos y mitologías históricas, conocen a otros. Une question de point de vue. Me parece que es un asunto de punto de vista. Je veux dire, c'est la manière dont on regarde les choses. Quiero decir que la manera con la que vemos las cosas qui fait qu'on est dans la mythologie ou dans l'histoire. Hace que nos encontremos o en la mitología o en la historia. On peut raconter la mythologie telle qu'elle est, telle qu'elle nous parvient dans les textes. Se puede narrar la mitología así como viene y como nos es contado en los textos. On peut raconter par exemple les différentes formes de création du monde. Se pueden narrar, por ejemplo, las distintas formas de creación del mundo. Les différentes interventions des dieux. Las distintas intervenciones de los dioses. On peut raconter la mythologie fabuleuse des exploits héroïques antiques comme la guerre de Troie. Se pueden narrar las fábulas míticas como la de los héroes. Alors, justement pour vous illustrer la différence qui peut exister, enfin sur la spécificité de l'histoire telle qu'on peut la comprendre, Sobre esa especificidad de la historia, así como la podemos entender, on peut essayer de l'illustrer en faisant la différence entre les sciences dures et l'histoire comme science sociale. la podemos explicar haciendo la diferencia entre las ciencias exactas y la historia como ciencia social. Parce que les deux ont un rapport différent à la vérité. Porque los dos tienen una relación distinta a la verdad. Pour illustrer cela, je vais parler d'un roman national particulier. Para explicarles eso, voy a mencionar una historia, un discurso nacional muy peculiar. Je ne veux choquer les convictions de personne. Sin querer chocar con ninguna convicción. Je vais parler de la Bible. Pero voy a hablar de la Biblia. Je vais parler de la Bible parce que la Bible, c'est le roman national des croyants. Voy a hablar de eso porque es el discurso o la novela histórica de los creyentes. Ça. Oui. De tous les croyants, juifs, chrétiens, musulmans, c'est leur roman national, c'est comme ça. Alors, les sciences dures ont critiqué la Bible de différentes manières, par exemple. Par exemple, le dogme par exemple, de l'Église lié à la lecture de la Bible disait que la terre, la création s'est faite il y avait 5000 ans. Por ejemplo, el dogma de la Iglesia enseña que todo eso se había hecho 5000 años antes. Des exemples de ce type où les sciences dures ont critiqué fondamentalement la Bible sur le mode du faux et du vrai. La dicotomía entre falso y verdadero. Mais l'histoire ne procède pas comme ça. Pero la historia no tiene el mismo procedimiento. L'histoire ne peut pas procéder par le jugement du vrai ou du faux. La historia no puede juzgar lo verdadero o lo falso. Parce que elle est obligée de prendre en compte ce qui a été et de prendre le récit biblique comme il a été écrit. Porque tiene la obligación de tomar en cuenta lo que fue y de tomar en cuenta esa descripción bíblica como lo que se describió. Et parce que quand on lit la Bible, on se rend compte
qu'elle n'a pas été écrite par les mêmes personnes ni au même moment. Porque al leer la Biblia uno se puede dar cuenta que no fue escrita en el mismo momento y por las mismas personas. Il y a même, quand on lit la Bible sérieusement, des passages absolument incompréhensibles. Hasta hay momentos de la Biblia cuando uno se enfoca realmente en ella, momentos que son totalmente incomprensibles. Et des passages contradictoires entre eux, Y que se contradicen unos a otros. qui démontrent que l'évolution vers le monothéisme a été une évolution très longue, difficile, compliquée, Y eso demuestra complexe. que la evolución hacia el monoteísmo fue una evolución muy compleja y muy larga, muy tardada. La Bible nous dit que Dieu était d'abord et qu'ensuite les hommes ont inventé des statues, des dieux, etc. Mais c'est en fait l'inverse qu'il faut lire historiquement, bien sûr. Fue Dios primero y que después hubo hombres que crearon estatuas, etc. Y es lo que hay que entender al revés. Et puis, il y a eu des découvertes archéologiques extrêmement intéressantes pour la critique historique, notamment les découvertes des tablettes babyloniennes También se descubrieron tablas, monumentos jeroglíficos qui étaient écrites dans une écriture qu'on appelle cunéiforme que se escribieron de manera cuneiforme et qu'il a fallu déchiffrer. y que había que descifrar. Et quand on les a déchiffrées, Una vez descifradas, on a découvert que 1500 ans avant la Bible, descubrimos que 1500 años antes de la Biblia il y avait déjà un récit du déluge. ya había unas narraciones acerca del diluvio. Les voyages d'Ulysse, enfin, je veux dire, donc Homère avec Los viajes l'Iliade et l'Odyssée. de Ulises, como con Homero, la Odisea. C'est-à-dire que on les raconte et on les reçoit comme un roman. Es decir, que se cuentan y se reciben así como una novela. C'est pour ça que j'ai parlé du roman national. Por eso hablé de novela nacional. Et puis, on peut, par ailleurs, jeter sur ces récits un autre regard. Por otra parte, se puede mirar a esos libros y textos de otra manera. On peut par exemple se demander pourquoi les êtres humains ont eu besoin à un moment donné de décrire la création du monde. Por ejemplo, uno se puede preguntar por qué en un momento dado los humanos tuvieron necesidad de escribir la historia del mundo. Et on peut se demander pourquoi ils l'ont fait de cette manière-là. Y nos podemos preguntar por qué es que lo hicieron de esa manera. Nous allons créer les hommes. Vamos a crear a los hombres. On va créer les hommes, et c'est les hommes qui vont travailler. Vamos a crear a los hombres y son los que van a trabajar. Excellente idée. Muy bien, excelente idea. Donc, hop, on arrange le conflit, Se arregla el conflicto, on crée les hommes, se crean a los et hombres pendant un moment, tout va bien. y durante algún tiempo todo está muy bien. Mais les hommes, qu'est-ce que vous voulez, ils se multiplient, Pero los hombres se multiplican, hein, ils font du bruit, hacen mucho ruido, ils font la fête, fiesta, etc., etc. Et le grand Dieu, Enlil, il ne peut pas dormir. y el gran Dios en mí no puede dormir. Alors, alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur envoie plein de maladies, ¿Qué hace? Les manda muchas enfermedades, de famine, hambrunas, les insectes, etc. insectos, plagas, etc. C'est en fait la première figuration de ce qu'on, plus tard dans la Bible, on trouvera avec les plaies d'Égypte. Y es lo que C'est la première veremos más figuration de tarde ça. con las plagas de Egipto en la Mais Biblia. il n'y a pas moyen, il continue à faire du bruit. Alors là, il dit maintenant, No hay manera y siguen haciendo ruido. je vais le liquider. Así que dice que ya nos va Ça suffit. a aniquilar. Et alors, taisez-vous, hein, tous. Personne ne doit dire ce que je vais faire. Hein. Y que todos se queden callados y nadie diga lo que voy a hacer. Mais il y a un des dieux, justement celui qui lui avait conseillé de créer les hommes, Pero uno de los dioses, precisamente él que le había aconsejado que creara a los hombres, qui va voir un homme très pieux qu'il connaît là, que va a ver a otro muy sabio que et conoce qui por lui ahí, dit, écoute, fais quelque chose
parce qu'il va y avoir un déluge terrible. y que le dice, haz algo por favor porque va a haber un diluvio terrible. Alors, construis un grand bateau, Construye un barco grande, fais rentrer chaque paire d'animal qui existe dedans, haz que entren cada animales por pares avec ta a ese famille, barco, con tu familia, et tiens-toi prêt. y mantente listo. Et c'est exactement l'histoire de Noé, 1500 ans avant. Et Es toute l'histoire de l'arche de misma Noé historia que la de Noé, 1500 años antes, complètement respectée en fait, et récupérée dans la Bible. recuperada en la Biblia. Alors, quand on est un historien et qu'on est devant des choses comme ça, Entonces, cuando se es historiador y se topa uno con cosas de este tipo, vous comprenez qu'il ne s'agit plus de dire c'est vrai ou c'est faux, podrán entender que ya no se trata de decir si es verdadero o falso, mais au contraire, vous élargissez sino al la contrario, Bible ampliar à tout un univers culturel et historique la Biblia a un universo cultural e histórico beaucoup plus large mucho más amplio que celui qu'on avait l'habitude de contempler quand on lisait simplement la Bible. que el que se tenía la costumbre de contemplar, de mirar cuando Pour se un leía la historien, Biblia. les hommes et les femmes qui ont contribué à écrire la Bible Para los historiadores, los hombres y las mujeres que contribuyeron a la escritura vivaient dans de la un Biblia, univers de ce type. vivían en un universo de este tipo. Eux-mêmes avaient reçu des traditions Ellos mismos habían recibido tradiciones et ils les ont intégrées y dans la las Bible. integraron a la Biblia. Voilà, donc la démarche, le rapport à la vérité Así de que la l'histoire relación con la verdad de la historia ne peut pas être le même que celui des sciences dures. no puede ser la misma que la que tiene las ciencias exactas. Mais on peut aussi lire l'Iliade et l'Odyssée parce qu'il y a énormément de choses dans l'Iliade et l'Odyssée en relation avec la vie réelle des gens de cette époque. También hay que tomar en cuenta todas las cosas que están en ese texto que se refieren a la verdadera vida de la gente de la época. Et on apprend beaucoup de choses si on les regarde, non pas comme une histoire, mais comme un témoignage presque ethnographique sur la manière de vivre. Se pueden entender muchas cosas no dentro de la historia, sino como testimonio de la manera del estilo de vida de la época. Sur la guerre, Sobre la guerra, sur l'hospitalité, en hospitalidad, sur les rites, en los ritos, sur la façon de penser l'amitié. en la manera de pensar la amistad. Donc toute une série de choses qui ne sont visibles et intéressantes que si le regard qu'on jette dessus est celui d'un historien qui cherche à comprendre Una serie comment de cosas vivaient les hommes et les femmes de cette époque. que son interesantes e importantes solo si se miran a través de un filtro de investigación y de una voluntad de entender la época y a la gente. Alors, deux petits mots Unas palabras sur l'enseignement, parce que sobre quand la même, enseñanza, il faut en parler. porque hay que hablar de Est-ce que le roman national ou est-ce que la fable nationale, les légendes nationales n'ont pas de valeur pédagogique? y el discurso nacional tendrán o no valor pedagógico. Je pense qu'elles ont une valeur très importante dans la mesure où, Yo creo que tienen un valor muy importante, notamment pour les petites classes, en la medida en que particularmente para los grados pequeños elles donnent à l'histoire la valeur d'un rêve. le da a la historia el valor de un sueño. Mais on peut aussi lire l'Iliade et l'Odyssée parce qu'il y a énormément de choses dans l'Iliade et l'Odyssée en relation avec la vie réelle des gens de cette époque. También hay que tomar en cuenta todas las cosas que están en ese texto que se refieren a la verdadera vida de la gente de la época. Et on apprend beaucoup de choses si on les regarde, non pas comme une histoire, mais comme un témoignage presque ethnographique sur la manière de vivre. Se pueden entender muchas cosas no dentro de la historia, sino como testimonio de la manera del estilo de vida de la época. Sur la guerre, Sobre la guerra, sur l'hospitalité, en hospitalidad, sur les rites, en los ritos,
sur la façon de penser l'amitié. en la manera de pensar la amistad. Donc toute une série de choses qui ne sont visibles et intéressantes que si le regard qu'on jette dessus est celui d'un historien qui cherche à comprendre Una serie de comment cosas vivaient les hommes et les femmes de cette époque. que son interesantes y importantes solo si se miran a través de un filtro de investigación y de una voluntad de entender la época y a la gente. Donc, pour faire la différence, si je veux synthétiser, Para sintetizar, c'est le regard qui va créer l'objet. la diferencia está en la mirada que va a crear el objeto. Nous avons les mêmes textes, Tenemos los mismos textos, mais le regard que l'on jette dessus transforme leur statut et leur nature. pero nuestra mirada al leerlos transforma su estatus y su forma. La Bible peut être considérée comme un document historique, et d'ailleurs les historiens qui travaillent sur cette période-là, les grands historiens, De hecho, los grandes historiadores que trabajan en aquella época ont déterminé non seulement des époques différentes de l'écriture des parties de la Bible, determinaron no solamente épocas distintas dentro de la redacción de la Biblia, mais ont pu mettre en relation un certain nombre d'événements de la Bible, par exemple, avec, sino también pudieron des- relacionar algunos eventos de la Biblia avec des archives, par exemple, de l'Empire assyrien, con ou de l'Empire babylonien, de ou imperios como de la royauté de égyptienne, la avec realeza des formes de correspondance sur les mêmes phénomènes, ou des formes de contradiction, etc. con Donc, formas la Bible est un correspondientes document historique aussi. en la manera Bien sûr. de gobernar o similitudes y La Bible, par su exemple, texto histórico. est un extraordinaire document historique sur l'invention de Dieu. La Biblia, por ejemplo, es un documento extraordinario en cuanto a la invención de Dios. Les passages du polythéisme au monothéisme, Porque se puede detectar dentro de la Biblia ese paso del politeísmo al monoteísmo, jusque dans les mots qui sont utilisés. hasta en las palabras que se usaron. Mais pour ça, il faut un œil, là aussi, un regard critique et distancié. Pero para eso se necesita una mirada y un ojo crítico y con distancia. Quand vous avez des profs emmerdants, Cuando tienen maestros aburridos, hein, qui ne sont pas capables de vous, comment dire, de vous faire rêver quelque part, notamment sur une matière comme l'histoire, que no son capaces de hacernos soñar, particularmente con una vous materia n'êtes como pas la historia, attirés. no están atraídos. Il y a un soubassement, je dirais, affectif, Hay un fundamento, una base afectivo un soubassement y irrationnel même, emocional dans l'intérêt pour l'histoire. en el Tous les grands interés historiens le disent. para la historia. Todos los Tous les grands historiens grandes le historiadores lo dicen. disent qu'il y a quelque chose qui est parfois même presque religieux dans leur façon de penser. Puede ser hasta religioso en su manera de pensar. Parce que l'histoire, c'est aussi le voyage au royaume des morts. Vous voyez ce que je veux La historia dire? también es el viaje en el mundo de los muertos. C'est les gens qui sont invisibles, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont travaillé pour nous, etc. etc. Enfin, Trabajaron antes que il y a un rapport au passé qui n'est pas un rapport rationnel. Hay una relación con el pasado que no es racional. Et c'est cet élément qui est extrêmement important dans la notion de fiction ou d'histoire nationale dans l'enseignement. Ese elemento es el que es muy importante en la ficción y en el discurso de la historia nacional. Évidemment, ça ne peut pas être le seul. Realmente no D'ailleurs, puede ser el único. plus on avance dans le cursus d'enseignement, et plus l'histoire scientifique prend le dessus sur le rêve de l'histoire. Mais le rêve continue Avanza à... uno en los grados de académicos, más la ciencia y la historia empieza a ser exacta. Mais le rêve continue de jouer son rôle Pero el d'impulsion. sueño
el sueño sigue impulsando aún. Je voudrais revenir quelques minutes sur la question de la citoyenneté. En el tema de la ciudadanía. Bon, je suis plus réservé que beaucoup de ce que j'ai entendu Tengo más reservas que algunas de las personas que sur la question de la, comment dire, de la citoyenneté. La citoyenneté est un sujet compliqué, en el tema de la me semble-t-il. ciudadanía, que es un tema complejo, me parece, Sujet très compliqué. muy complejo. Parce que la citoyenneté, c'est le rapport qu'on a eu avec sa famille, Porque dans la sa famille. ciudadanía es la relación que se ha podido tener con la familia. Bien sûr, c'est le rapport qu'on a avec l'école, Claro que es la relación que se ha tenido con la escuela, mais c'est aussi le rapport que nous avons avec l'État. pero también es la relación que se tiene con el Estado. Et si vous voulez des citoyens, il faut aussi un État qui veuille des citoyens et qui les protège. Y si queremos tener ciudadanos, C'est también une relation hay que tener un Estado bilatérale, ce n'est que pas quiera simple. a esos ciudadanos. Et si vous voulez des citoyens, il faut aussi un système économique qui soit intégrateur et pas un système économique qui soit marginalisant. Y también para tener ciudadanos hay que tener un sector económico que los integre y que no los marginalice. Donc il ne faut pas donner à l'histoire et à l'enseignement de l'histoire une trop grande responsabilité dans la question de la citoyenneté. No hay que responsabilizar de manera demasiado importante a la historia y a la enseñanza de la historia sobre ese tema de la ciudadanía. Par contre, si l'on veut parler de la citoyenneté en enseignant l'histoire, alors Sin embargo, si se quiere tratar la ciudadanía hablando de historia, alors il y a aussi une grande enquête historique à faire sur la citoyenneté. Parce qu'on parle de citoyenneté, les gens parlent de citoyens comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? hay que investigar mucho sobre lo que fue la ciudadanía en la historia, qué es lo que significa. Il n'y a pas de citoyen sans démocratie. No hay ciudadano si no hay una democracia. Et la démocratie a été inventée à Athènes au 5e siècle, La avant democracia se Jésus-Christ. inventó en Atenas en el siglo V antes de Cristo. Est-ce que nous avons la même citoyenneté aujourd'hui, la même pensée que la citoyenneté à Athènes? ¿Tendremos la misma ciudadanía o el mismo pensamiento No, de los sûrement pas. ciudadanos de Atenas de aquella época? Sûrement pas. Seguramente no. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on imagine aujourd'hui ce qui se passait à Athènes où les dirigeants politiques étaient tirés au sort? Podemos imaginarnos lo que pasaba en Atenas, donde los gobernantes se sorteaban. Vous imaginez ça? ¿Imaginan eso? Là, par exemple, on tire au sort le Ahora, gouverneur por de ejemplo, Yucatán, podemos etc. sortear quién va a ser gobernador de c'est- Yucatán, etc. Je suis persuadé que ça changerait beaucoup de choses. Estoy convencido de que cambiarían muchas cosas. Mais Athènes était une cité avec 40 000 citoyens. Pero Atenas contaba con 40.000, es la ciudad de la igualdad. J'ai cru comprendre que, il m'a semblé comprendre au cours d'intervention Me pareció qu'on disait entender que en algunas intervenciones l'égalité c'était d'être tous pareils. que la igualdad era ser todos iguales, C'est faux, y es falso. c'est faux. Il ne faut pas confondre l'égalité et la similitude. No hay que confundir la igualdad con la similitud, Pourquoi? Parce que l'égalité n'est pas une caractéristique individuelle. porque la igualdad no es una característica individual. L'égalité, c'est une relation des individus avec d'autres individus, La igualdad es una relación avec les de institutions. individuos con otros individuos y con Donc, instituciones. La revendication de l'égalité est au cœur de la démocratie. La reivindicación de la igualdad está en el centro mismo de la democracia. Et si vous prenez le métier d'enseignant, quand on est enseignant, Y si se fijan en el oficio de la on docencia, a des élèves très différents les uns des autres, cuando se enseña uno puede darse cuenta que hay alumnos muy distintos unos de otros, mais on a avec eux une relation d'égalité. pero que tenemos con ellos una relación de igualdad. On les traite tous également. Los tratamos igualmente a todos. Donc l'égalité est une relation, Así elle que n'est la pas une caractéristique igualdad es individuelle, una relación y no una c'est característica une individual. dynamique.
es una dinámica. Et cette dynamique, qui est celle de la démocratie, est une dynamique qui ne s'arrête jamais. Esa dinámica que es la de la democracia es una que nunca para. Il y a eu les hommes libres et les esclaves, Hubo hombres libres y esclavos, les femmes et les hommes, mujeres y hombres, les riches et les pauvres. ricos y pobres. Cette question de l'égalité reste la question de toutes les sociétés démocratiques. Ese tema de la igualdad sigue siendo el tema de todas las sociedades democráticas. Et la revendication d'égalité est une des caractéristiques d'un citoyen actif et pensant, Y su réfléchissant. reivindicación es el lema de un ciudadano que piensa, que reflexiona. Alors, d'abord, je ne vois pas quelle contradiction il peut y avoir entre égalité et diversité. No veo la contradicción que existe entre igualdad y diversidad. L'égalité, comme je l'ai dit, n'est pas une qualité. Como lo dije, la igualdad no es una cualidad, L'égalité est une relation. es una relación. La diversité, oui, c'est une qualité. La diversidad sí es una calidad. Je suis différent de vous. Soy Je suis distinto, différent de tel autre. usted, Ça, c'est ma qualité spécifique. distinto Mais de otro, y eso es mon mi problème en tant que citoyen, cualidad particular. c'est la revendication de l'égalité. Como ciudadano, Parce es que la reivindicación de la igualdad. L'égalité est une relation avec l'institution politique. Porque la igualdad es una relación con la institución política. Alors, si le fait de dire que le passage de l'égalité à la diversité, c'est le fait de barrer la question politique, Si el hecho de pasar de la igualdad a la diversidad c'est es lo mismo que borrar, la responsabilité de ceux qui le font. es la responsabilidad Moi, je ne de la vois gente que lo aucun hace. passage de l'égalité Yo no veo à la diversité. hay ningún paso de igualdad a diversidad. La diversité fait pour moi partie intégrante de la revendication égalitaire. Para mí la diversidad es parte integrante de la reivindicación igualataria. Bien, pasamos a esto que decías, que la noción de igualdad se funda en la familia, A la noción en la de escuela que y en un diálogo con la familia, las la escuela y con el familia, la Estado. escuela, el Estado. En una sociedad contemporánea, donde hay problemas muy complejos de minorías, mayorías, estados que, digamos, discriminan a ciertos sectores de la ciudadanía, ¿cómo se articula esta noción? Les États qui marginalisent ou discriminent certaines parties de la population. Si un État discrimine une fraction de sa population, Si un Estado discrimina a alguna parte de c'est su que población, l'égalité n'existe pas dans cet État. es porque la igualdad no existe en ese Estado. Et que donc, elle redevient une revendication nécessaire. Y entonces se vuelve a ser una reivindicación necesaria. Je pense que la question de l'égalité et du traitement égalitaire Creo que el tema de la igualdad y del trato igualitario doit être conçu avant tout dans le champ politique. se tiene que concebir primeramente en el campo político. Si on sort du champ politique, évidemment, la notion d'égalité perd de son intérêt et de son importance. Al salir del campo político, la noción de igualdad pierde fuerza. L'école, par exemple, Por ejemplo, la escuela est une institution politique, es una institución est une política, institution d'État, es una institución nécessairement liée à la politique. necesariamente unida. Ce que l'on souhaite, bien évidemment, c'est que tout le monde puisse y accéder. Lo que se desea, l'école. evidentemente, es que todo el mundo pueda acceder a la escuela. Donc c'est une revendication d'égalité. Así que es una reivindicación de igualdad. Ce qu'on souhaite, c'est que les riches et les pauvres aient les mêmes possibilités, les enfants riches et les enfants pauvres aient les mêmes possibilités de s'éduquer et qu'ils soient à égalité dans la compétition sociale. Los niños de ricos y los niños de pobres puedan acceder de manera igual a la educación y a la preparación. Donc là aussi, c'est une revendication d'égalité. Ahí también se vuelve una reivindicación Et pourtant, de igualdad. tous les enfants sont différents les uns des autres. Il y a une grande diversité. Cada niño es distinto y diferente a los demás. Donc, si vous voulez,
l'opposition ou le passage de l'égalité à la notion de diversité me paraît idéologiquement très contestable. Vous voyez qu'on peut, en tant qu'enseignant, participer un peu. Así que podemos como docente, como maestro, participar un poco À cette idée-là, a esa idea. à aider les enfants à réfléchir, Se puede ayudar un poco a los niños a que à prendre piensen, du recul, a tomar distancia, à avoir une pensée critique a usar un pensamiento. et à leur dire que, eh bien, on peut améliorer les choses. Y podemos decirles que se pueden mejorar las cosas. Tous les textes anciens sont des documents historiques absolument extraordinaires. Todos los textos antiguos son documentos históricos extraordinarios. Le seul problème que nous avons, c'est d'arriver à les obtenir. El único problema que tenemos es lograr conseguirlos. Énormément de textes antiques ont été détruits. Muchísimos textos antiguos fueron destruidos.